Oui, Marina qui est aussi donc au bureau de l'ASL et qui va nous parler, elle, de un peu la même chose, mais dans le discours des enseignants. Je précise que pour l'organisation de ce colloque, nous avons bénéficié du soutien d'Anne Abeyé, qui est là et qui est professeure donc à l'Université Paris-Cité et membre du laboratoire de linguistique formelle, et donc de Gilles Sioufi, professeur à Sorbonne Université, un collègue donc, et membre de l'équipe de recherche sciences, texte informatique, histoire. Avant d'en venir au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, un mot très rapide, mais vraiment très très rapide, au sujet tout de même de l'Association des sciences du langage, ASL, qui est à l'origine de cette journée. L'ASL regroupe actuellement un peu plus de 500 linguistes, majoritairement français. C'est une association qui est soutenue financièrement par 17 laboratoires ou équipes de recherche ou UFR et qui donc exerce toutes sortes d'activités qui visent à animer la communauté des linguistes, à fédérer cette communauté, et en particulier, elle organise au minimum une fois par an un colloque, une manifestation scientifique, mais qui a vocation plutôt à s'émanciper du cadre habituel des structures de recherche pour aborder des thématiques plus globales, plus larges, plus ouvertes sur le monde extra-universitaire. Le dernier exemple en date, nous avons organisé récemment un colloque intitulé « De l'héritage des savoirs à leur transmission en sciences du langage » pour examiner la façon dont les écrits, les courants théoriques des années 60, 80, 90 sont repris et réinterrogés aujourd'hui. Et je vous en parle tout simplement parce qu'il se trouve que les actes de ce colloque viennent tout juste de paraître aux éditions Lambert-Lucas, et les fondateurs de cette maison d'édition très active dans le domaine des sciences du langage, Geneviève et Marc Arabian, vont être présents, et donc vous pourrez vous adresser à eux. Si ce livre vous intéresse, on y trouve des textes de Catherine Fuchs, de François Rastier, Dominique Magno, Patrick Charoudot, Jean-Michel Adam, Françoise Gadet, Henriette Walter et bien d'autres encore. Un dernier petit mot au sujet de l'ASL. Le colloque sera suivi pour les adhérents d'une assemblée générale de l'association à 18h ici même, et après d'un pot au Club des enseignants. Alors, j'en viens donc au colloque d'aujourd'hui. Ce colloque, comme je l'ai dit précédemment, procède pour l'ASL d'une attention aux relations entre la recherche universitaire d'une part et le monde extra-universitaire, donc la société française, ou plus largement dans son ensemble. La question de l'orthographe, on le sait, hante la société française depuis très longtemps. Mais elle semble avoir pris depuis quelques années une forme très polarisée que l'on peut résumer grossièrement de la façon suivante, très grossièrement. Nous avons d'un côté les partisans de la réforme qui correspondent à une représentation sociale plutôt progressiste ou moderniste et qui se compose très largement notamment, mais assez largement, de linguistes et de professeurs de français. Et puis de l'autre côté, les adversaires de la réforme qui sont perçus ou se perçoivent eux-mêmes comme étant des conservateurs, disons, dans un sens large qui inclut à la fois le sens plutôt négatif, disons, de rétif au changement, aussi bien que le sens plus positif d'anti-moderne ou de soucieux de la conservation d'un patrimoine, et qui donc se compose principalement d'écrivains ou d'hommes ou femmes politiques, la plupart du temps situés à droite de l'échiquier politique. Bon. Mais tant que le débat reste figé entre ces deux pôles, il semble qu'aucune réflexion sérieuse ne soit possible, aucune place pour l'analyse, aucune possibilité d'introduire une dimension intellectuelle dans ce débat. Chacune des positions restera indexée sur le socle politique, d'où on estime qu'elle est formulée, puisque ces positions sont perçues comme de simples instruments ou indicateurs idéologiques. Alors l'objectif, justement, principal du colloque d'aujourd'hui consiste à tenter de débloquer cette situation, à sortir de ce clivage et à s'arracher à la polarisation, ce qui n'est évidemment pas une chose facile. Bien sûr, cette structure polarisée n'est absolument pas spécifique au débat sur l'orthographe, elle caractérise à peu près, on le sait, tous les débats contemporains. Toutefois, le débat sur l'orthographe présente quelques particularités. D'une part, on l'a dit, c'est un débat récurrent, au moins depuis les années 1880, et à chaque fois enterré peu de temps après avoir surgi. D'autre part, c'est un débat qui ne semble pas avoir de retombées économique ou écologique évidente, donc qui est généralement perçue comme une question tout à fait secondaire, sans urgence, voire sans grand intérêt.
il y a bien d'autres choses à faire, etc. etc. Enfin, c'est un débat qui oppose des spécialistes en sciences du langage ou de l'enseignement du français, donc je l'ai dit, favorables à la réforme, à des non-spécialistes qui s'y opposent. Ce qui implique que les arguments contre la réforme sont des arguments appartenant non pas à un champ spécifique de connaissances, mais disons au sens commun, à des sortes d'intuitions, sans ancrage particulier sur les connaissances produites par les linguistes. Sens commun, par exemple, qui fait dire à un enfant que les baleines ou les dauphins sont des poissons. Voilà, c'est ce genre de sens commun auquel je pense. Ces trois caractéristiques, parmi d'autres, permettent déjà de comprendre pourquoi la question est si irritante, si chronique au sens médical du terme, et pourquoi elle reparaît à la fenêtre peu de temps après avoir été chassée avec une grande facilité par la porte. La récurrence d'une demande d'amélioration qualitative de l'orthographe du français, d'une diminution du nombre d'exceptions sans aucun intérêt ni justification sérieuse, la récurrence de cette exigence de rigueur, d'une plus grande régularité de l'orthographe qui permette d'appliquer les règles avec succès, la récurrence de cette demande, donc, atteste de la perception, parmi au moins une partie de la population francophone, d'une situation vécue comme problématique, d'une gêne, d'une incompréhension à l'égard du maintien dans la langue écrite de nombreuses aberrations ou irrégularités orthographiques léguées par l'histoire chaotique du français. Mais comme la plupart des arguments des opposants à la réforme sont des arguments de sens commun, par exemple l'argument passéiste du « c'était mieux avant » dont parlera Christophe Benzitoun, ou encore l'argument esthétique du type « la langue française est très belle comme elle est, la modifier serait l'enlaidir », ces arguments de sens commun reviennent sans cesse, aussi éternellement que le sens commun est éternel, comme un obstacle donc à la demande de changement. Et puisque les enjeux économiques du débat semblent négligeables, le débat finit par disparaître assez rapidement de la scène médiatique, mais pour réapparaître quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Je précise dès maintenant qu'un autre argument un peu plus sérieux, nettement plus sérieux, celui de l'usage, sera abordé par Gilles Ciuffy. Alors pour sortir de cette situation, bien sûr, diverses solutions sont envisageables. Et c'est cela qu'on va tâcher de travailler aujourd'hui. D'une part, répondre aux arguments contre toute réforme orthographique en prenant vraiment ces arguments au sérieux, quand cela est envisageable, bien sûr. D'autre part, exposer aussi clairement que possible les raisons pour lesquelles une réforme est nécessaire. Bien sûr, diverses contributions récentes de collègues linguistes ont permis d'avancer un peu dans cette direction via la parution d'ouvrages destinés au grand public ou la publication de tribunes dans la presse. Bon, il y a aussi l'action de certaines associations comme ROFA qui donc joue un rôle important dans ce débat. Par ailleurs, il convient, et c'est ça peut-être la chose la plus difficile, de dépolariser le débat en le relativisant. C'est-à-dire, d'une part, en tenant compte des arguments des linguistes qui sont réservés, voire défavorables à l'égard de la réforme, même s'ils semblent très minoritaires. Je dis semblent parce qu'on n'a pas vraiment fait d'enquête, on aurait pu auprès de nos 500 adhérents, mais bon, pas eu le temps de le faire. Mais surtout, en posant la question, non pas seulement en termes de principe, mais en termes d'avantages et d'inconvénients, en particulier dans le domaine éducatif et dans le domaine de la diffusion de la langue française dans le monde. Parce que, comme on l'a suggéré dans le texte de présentation de ce colloque, que vous avez peut-être lu sur le site de l'association, il faut choisir, apparemment, soit conserver, parfois en les magnifiant d'ailleurs, toutes les irrégularités du français, bien qu'elles soient le plus souvent des scories léguées par les hasards de l'évolution historique et que seule une petite partie de la population pourra maîtriser, soit débloquer l'évolution du français en direction d'une rationalisation de ces structures et donner en même temps la chance à un plus grand nombre de locuteurs du français, en France et ailleurs dans le monde, de s'approprier pleinement cette langue et de contribuer à son rayonnement. Mais cette formulation est sans doute encore un peu trop polarisée. Il serait peut-être préférable de dire qu'il faut trouver un équilibre entre la stabilité et la remise en marche de l'histoire orthographique du français, car si la question fondamentale ou initiale est bien celle de l'acceptation ou du refus même d'une amélioration donc de l'orthographe, le problème du choix des structures sur lesquelles porteront les améliorations ou les régularisations va se poser très vite. Donc, bien sûr, il faut d'abord s'interroger sur l'opposition de principe, mais
et donc essayer de débloquer cette opposition de principe, mais très vite ensuite il faut dire qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va modifier, etc. On abordera donc dans le colloque d'aujourd'hui 2 cas qui semblent parmi les plus intéressants compte tenu de l'application des réformes, des rectifications de 90, le cas du participe passé dont traitera Anna Beyer et celui des consonnes doubles dont il sera question dans la conférence d'Anne Dister. Alors je terminerai en revenant rapidement sur le clivage entre spécialistes et non spécialistes. On a besoin de ces distinctions. Je me souviens que Bourdieu insistait aussi là-dessus, sur les professionnels de la sociologie, les non-professionnels, etc. C'est quand même une question importante. Bref, il va de soi que pour une question de ce genre, l'orthographe, on ne peut pas se contenter de dire qu'il suffirait d'adopter le point de vue des spécialistes. En tout état de cause, nous en sommes très loin. La plupart du temps, l'avis des spécialistes en matière du langage que sont les linguistes est largement ignoré ou au mieux n'a pas plus de valeur que celui de n'importe quel non-spécialiste. Là encore, d'ailleurs, ce n'est pas du tout une situation spécifique à ce débat. D'une manière générale, on sait bien que la parole des experts dans l'espace public n'a pas plus de poids que celle de n'importe quelle personne qui dispose d'un peu de notoriété dans les médias classiques ou bien sur les réseaux sociaux. Bon, dans le cas des sciences du langage, la situation est d'ailleurs un peu plus compliquée parce que il y a un rôle que jouent dans cette discipline les connaissances naïves, mais bien sûr, je n'avais pas le temps de développer ce point. Alors, les linguistes ont donc très certainement pour rôle d'éclairer le débat, de contribuer à ce que j'appellerais l'éducation linguistique des populations, mais même s'ils sont majoritairement convaincus de la nécessité d'une réforme, ils n'en décideront pas seuls. Et leur voix seule ne permettra pas de débloquer les choses. Alors qui devra décider de l'adoption d'une réforme de l'orthographe ? Bien sûr, aucune institution existante, aucun groupe constitué à lui seul ne suffirait. Il faut donc trouver un accord aussi large que possible parmi toutes sortes d'acteurs impliqués dans la vie des langues. Alors c'est pourquoi il nous a semblé important d'inviter à ce colloque non seulement des linguistes, mais aussi d'autres personnes impliquées à divers titres ou engagées à divers degrés dans le débat sur l'évolution de l'orthographe, donc auteurs, journalistes, politiques, représentantes des professeurs de français. Je remercie donc très chaleureusement Marie Desplechin, François de Closet, Michel Oslo, Viviane You, Cynthia Haid, Jean-Pierre Sueur, Martial Ménadier d'avoir accepté de prendre la parole aujourd'hui. Et puis, bien sûr, un grand merci à toutes et à tous pour votre présence ici à ce colloque. Alors oui, j'allais oublier de préciser que la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a été conviée, mais son cabinet nous a répondu que malheureusement, son emploi du temps chargé ne lui permettait pas d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en écoutant Malika Temar, qui a travaillé sur les représentations de l'orthographe dans la presse. Très bien, merci beaucoup Philippe. Alors, en fait, dans la mesure où la réforme de l'orthographe a été très médiatisée, j'ai souhaité faire un point très rapide dans ce colloque sur la façon dont Le Monde, Le Figaro et Libération ont couvert les débats sur cette question depuis 2016. En fait, j'ai constitué un corpus à partir de la base de données Europresse avec l'entrée réforme de l'orthographe ou orthographe. Et j'ai sélectionné les journaux papier ainsi que les journaux en ligne de ces quotidiens. Alors, pourquoi aborder la presse pour parler de la réforme de l'orthographe ? Parce que le média papier représente un relais majeur de la question depuis plusieurs années, voire, on pourrait dire, une sorte d'autorité autour de cette question qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler le débat public. Plus précisément, il m'est apparu à ce titre intéressant de voir comment cette question a été traitée d'un support à un autre dans cette presse dite d'élite et aussi de m'intéresser au type d'arguments qui circulent dans ce support du côté des pros et des anti-réformes de l'orthographe. Alors, je vous livre ici quelques observations auxquelles je suis arrivée. Alors, il y a des variations intéressantes d'un support à un autre. Premièrement, ce qui est marquant, c'est la couverture de ce débat en termes simplement quantitatifs.
puisque, en fait, Le Figaro est de loin le quotidien qui consacre le plus d'articles à cette question, avec une 60aine sur la période analysée, contre une 30aine pour Le Monde, et surtout une différence très significative pour Libération, qui ne consacre qu'une petite dizaine d'articles à cette question. Alors, deuxièmement, les angles sont aussi contrastés, ce qui tend à faire de la question de l'orthographe une question politique clivante, si on rapporte ces tendances aux partis pris politiques éditoriaux de ces différentes PQN, partis pris qu'on connaît tous ici. Alors, Le Monde adopte préférentiellement une approche, je dirais, historique de la question, avec des articles qui documentent la réforme depuis le Moyen-Âge. Et à lire l'ensemble des articles du Monde, on sent que le parti pris éditorial est d'éclairer au maximum les lecteurs sur cette réforme, d'un point de vue historique, en remontant volontiers à la réforme de 90. Le Monde donne d'ailleurs accès aux archives des articles publiés à cette époque. Libération ne consacre que très peu d'articles à cette question, et quand il le fait, c'est souvent pour désamorcer les contre-vérités. Le Figaro, s'il aborde aussi cette question d'un point de vue historique, dans plusieurs numéros, opte en fait, quant à lui, pour une approche vraiment polémique de la question. Ce qui est en avant, c'est bien la dimension belliqueuse du débat. La réforme est abordée comme une guerre, une bataille, un tollé, une passion. Elle est traitée explicitement comme un marqueur social et politique clivant. L'approche polémique de la réforme est renforcée par le fait de construire dans Le Figaro une sorte d'arène dans laquelle sont invitées plusieurs instances discursives pour aborder la question de la réforme. J'ai repéré que dans Le Monde, on fait aussi appel, Le Monde fait appel à moins d'instances et que souvent, dans Le Figaro, ces instances discursives sont souvent mises en opposition ou opposées à la réforme. Alors, parmi ces instances, en tout cas dans Le Figaro, on a les écrivains, les enseignants, mais quand on parle des enseignants, souvent les articles montrent que on interroge des enseignants qui sont peu convaincus sur l'utilité de la nouvelle réforme. On interroge un enseignant qui donne un coup de gueule, le coup de gueule d'un prof, etc. Alors, il y a des linguistes, mais pas tous, mais en tout cas pas forcément que ceux qui sont favorables à la réforme. On dira que les linguistes qui apparaissent dans Le Figaro sont souvent très, très nuancés par rapport à la question. Il y a l'Académie française aussi, à un moment donné, autour de 2016, qui fait partie de ces instances. Et puis, il y a la ministre de l'Éducation de 2016, Najat Vallaud-Belkacem aussi, qui est présente. Alors, je fais ici maintenant une synthèse, j'essaie d'être vraiment très rapide, des différents arguments avancés chez les contre-réformes et chez les pro-réformes. Je commence par les contre. Donc, dans la presse, la dimension politique de la réforme est importante et les arguments contre la réforme sont souvent portés par des figures politiques visibles. Parmi eux, il y a plusieurs exemples. Par exemple, Bayrou, qui constitue, comme vous le savez, un groupe d'opposition et une association qui s'appelle Le Français Libre, donc qui est représentée dans la presse. Dans son groupe, il y a BHL, Finkielkraut, etc. Tournier aussi. Il y a Bayrou qui s'insurge contre la volonté de couper nos enfants de leurs racines. Son groupe porte cette phrase. Il y a un autre groupe, c'est le comité Robespierre, qui exige, je cite, la guillotine morale du mépris contre les technocrates sans âme et sans pensée qui ont osé profaner notre langue. Alors, dans ces deux groupes d'opposition, la langue française est fortement, je dirais, sacralisée. La réformer, c'est la profaner. Elle constitue un ancrage, une racine qu'il ne faudrait pas couper. Pour certains politiques, le débat autour de l'orthographe touche à l'identité nationale. C'est une valeur. Et les arguments avancés touchent justement à l'appel à cette valeur. Et toucher à l'orthographe, à la langue française, c'est par extension toucher à l'identité de la France. Une voix me paraît se distinguer vraiment légèrement de ces voix-là et qui fait partie des arguments contre, c'est celle du nivellement par le bas qui est portée par notamment Éric Ciotti. Alors, parmi les camps des contres, il y a un argument qui revient et qui est lié à l'esthétisme de la langue, tu en parlais tout à l'heure, Philippe, qui est bien représenté par Bernard Pivot, qui conteste, en tout cas dans Le Figaro, qui conteste en 2012 sur France Inter d'ailleurs les réformes qui mettent à mal l'étymologie et qui dit on touche à l'esthétisme de l'orthographe.
Il plaide pour un enseignement de l'amour de la langue. Alors, je fais juste une petite précision. Chez ceux qui s'opposent à la réforme, l'émotion est très vivement exprimée. Il y aurait tout un travail à faire sur les expressions utilisées, puisque ces personnalités s'insurgent, s'indignent, en plus de contester. Voilà. Je passe aux arguments des pro-réformes qui sont majoritairement représentés dans la presse par les linguistes. On constate que les prises de parole des linguistes vont majoritairement dans le sens d'une réforme de l'orthographe. Je rappelle aussi que c'est en 1989 que les linguistes s'expriment à ce sujet pour la première fois dans les colonnes du Monde avec le manifeste des 10, réclamant la simplification de la langue. Donc, parmi eux, on a Serquiglini, Claude Agege, etc. Ce qui est avancé chez les linguistes, c'est le caractère illogique de l'orthographe française. Alors, souvent, Henriette Walter est citée avec cette phrase « C'est vrai que notre orthographe est complètement folle. Je ne sais pas si elle est trop académique, mais en tout cas, elle a des règles qui sont parfois illogiques. » Voilà. En fait, donc le caractère illogique de l'orthographe du français est un argument en faveur de la réforme, mais aussi, par conséquent, son extrême complexité. Il y a aussi des arguments diachroniques qui sont liés à l'évolution de la langue française sur le fait que les réformes de l'orthographe ont toujours existé. La France a connu pas moins de 12 réformes de l'orthographe en 200 ans, entre le XVIIe et le XIXe siècle. Je vais vite. Donc, il est important de noter que chez les linguistes, l'orthographe est envisagée comme une pratique concrète, ce qui n'est pas du tout le cas chez les partis adverses. Les expressions utilisées chez les linguistes soulignent l'urgence. Voilà. Enfin, les autres sont indignés, mais les linguistes parlent d'urgence. Je conclus. Donc, j'ai noté une grande vivacité suscitée par le débat sur la réforme de l'orthographe dans la presse et même une dramatisation de celle-ci. En témoigne le fait que les tribunes de presse, les articles de la presse quotidienne nationale se répondent les uns des autres, créant et mimant un débat animé et continuel depuis plusieurs années. Il aurait été intéressant de faire appel aussi, de faire un travail sur la presse quotidienne nationale, sur la presse quotidienne régionale. On sait que France Soir et le Quotidien de Paris se sont ligués contre la réforme. Donc, ça m'intéresserait de le faire. En tout cas, je vous donne quelques remarques. Parmi les nombreux articles, rares sont les textes sur les pratiques des élèves dans la presse. Ils sont souvent à la marge. Les arguments des pros et des contre sont très différents. Ça fait penser un peu à un dialogue de sourds, quand même, il faut le dire. Et pour terminer, il y a plusieurs articles qui pointent la question de l'usage, qui aurait le dernier mot sur ce débat brûlant, s'appuyant sur cette opposition. Les institutions ne sont pas opposées aux rectifications de 90, mais l'usage n'a pas suivi. Voilà, je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Malika. Donc on pourra en fin de journée ouvrir plus largement le débat, hein, mais pour l'instant on va laisser s'enchaîner les différentes interventions. Donc Marina, c'est à toi. Est-ce qu'il marche? Oui. Donc je prends la suite très rapidement de cette introduction et je me place du côté du discours des enseignants où... Vous nous avez pas entendu. Non, je vous en prie. Je vais tâcher. Tu te mets très près du micro. Voilà, ça va mieux comme ça? Je vais essayer de lire, je vais essayer d'ajuster la vue, ça va pas être simple. Alors, je prends la suite donc de cette introduction et je vais me placer du côté du discours des enseignants ou des discours à destination des enseignants. Je vais m'appuyer donc sur des discours de vulgarisation scientifique comme The Conversation ou alors des discours d'information scientifique à destination des enseignants. Je suis allée par exemple sur des sites comme le Café pédagogique qui relaie notamment les contenus des publications scientifiques dans le domaine de la didactique du français. Et puis, je mobilise une dernière source pour cette introduction. Il s'agit du numéro 19 de la revue Glottopole, qui analyse en fait des données recueillies entre 2009 et 2010 auprès d'un public d'enseignants ou de futurs enseignants francophones. En 1990, le livre « Orthographe, mon amour », paru aux presses universitaires de Grenoble,
auprès de 900 personnes, mettait en évidence que 70% des sondés considéraient l'orthographe de la langue française comme difficile ou très difficile. De la même manière, la grammaire française était également perçue comme difficile ou très difficile par 73% d'entre eux. Les données recueillies entre 2009 et 2010, qui sont donc analysées dans la revue Glottopol, constituent une entrée dans les représentations sur l'orthographe qu'ont les enseignants et les enseignants en formation. En France, mais aussi dans la francophonie, puisque l'étude porte sur la Suisse, le Québec, le Maroc, l'Algérie ou encore la Belgique. Alors, ce sentiment de difficulté face à l'orthographe du français se manifeste sur des points orthographiques concrets qui ont été répertoriés et, je vous les soumets. Donc, ces difficultés ont été mentionnées par des enseignants du primaire et du secondaire. Elles apparaissent par ordre croissant dans le domaine grammatical, comme les phénomènes d'accord et les phénomènes d'homophonie, et dans le domaine lexical, comme le redoublement des consonnes ou le problème des graphies complexes, digrammes ou trigrammes. Je vous laisse quelques secondes, le temps de descendre. Alors, s'agissant de l'idée simplement, d'une réforme de l'orthographe, à la question « Quel est votre positionnement par rapport à la perspective d'une nouvelle réforme de l'orthographe ?», l'analyse des réponses met en évidence, et ça va recroiser un petit peu les propos qui ont été tenus avant, 14 arguments types, qu'on soit pour ou qu'on soit contre cette réforme. Alors, l'argument de la complexité ou de la difficulté, c'est-à-dire les discours où sont mentionnés la complexité, la difficulté de l'orthographe, les nombreuses exceptions à ces règles, et qui défendraient donc l'idée qu'il serait bon de la simplifier pour en corriger les anomalies, les points trop difficiles. Donc ce type d'argument est plutôt mobilisé de façon privilégiée par les enseignants pour la réforme de l'orthographe. Là, un autre argument qui est également fortement mobilisé, c'est celui du conflit de règles, qui concerne en fait l'opposition entre les règles anciennes et les règles nouvelles, et donc qui engendrait forcément des conflits. Cet argument-là est surtout mobilisé dans les discours enseignants contre la réforme de l'orthographe. Bon, je présente juste 4 thèmes. Le troisième thème, celui de la culture et l'identité, c'est-à-dire que c'est la dimension patrimoniale, historique et identitaire de l'orthographe. Cet argument-là est plutôt mobilisé et plutôt tenu par les opposants de la réforme. Et il y a un quatrième qu'on entend aussi, c'est celui d'une langue qui évoluerait, tandis que l'orthographe, que sa version graphique resterait figée. Et donc cet argument est plutôt mobilisé par les partisans de la réforme. Et puis il y en a un certain nombre, le nivellement dont parlait Malika aussi qui apparaît ici. La question de l'enseignement, très souvent aussi, on oppose réforme et enseignement, c'est curieux, mais bon, voilà. Alors, de façon générale, l'enquête montre qu'une majorité d'enseignants exprime un point de vue favorable à une réforme de l'orthographe quand cette dernière est explicite et ciblée sur certains points orthographiques jugés difficiles. Ainsi, dès 1992, des aménagements linguistiques étaient mentionnés et concernaient en premier lieu l'accord systématique avec le sujet du participe passé conjugué avec être ou l'invariation du participe passé conjugué avec avoir. Ou encore la simplification des consonnes doubles quand cela ne modifie pas la prononciation. Et puis un dernier exemple qui concerne les adverbes avec l'abandon des formes en amant pour et eumant, vous savez, E2MENT, au profit de amant, A-M-E-N-T. Donc, à côté de ces représentations et des difficultés orthographiques identifiées, l'enseignement de l'orthographe donne lieu à des publications régulières qui mettent en avant des principes d'enseignement s'appuyant à la fois sur la compréhension du système graphique du français et sur des connaissances mobilisées dans le domaine de la cognition ou de la psycholinguistique, de l'écriture ou de la lecture. En dehors des numéros thématiques nombreux qui traitent de la question de l'orthographe, il existe aussi pas mal d'articles qui traitent de façon ponctuelle des points orthographiques. Alors,
J'en cite quelques-uns, le féminin des noms, les constructions verbales, la morphologie verbale, les phénomènes d'accord, les lettres muettes, mais aussi la ponctuation, les accents, ou encore, de façon plus périphérique, les supports numériques et le problème de la circulation et de la reprise de graphies erronées. Donc, des pratiques d'enseignement émergent ainsi, en lien avec les travaux de recherche en linguistique et en didactique du français. Et s'agissant des actes pédagogiques de nature à favoriser l'enseignement de l'orthographe ou les logiques du système orthographique, citons notamment quelques pratiques. Alors, s'appuyer sur les régularités et sur les allomorphies simples plutôt que de se fixer sur les irrégularités. Travailler localement des difficultés rencontrées, notamment, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, à partir d'un corpus d'erreurs attestées. Favoriser des activités réflexives, c'est-à-dire dans l'interaction. Ces activités dans l'interaction permettent une verbalisation du système orthographique. Alors, cela sous-entend que ce raisonnement orthographique et cette réflexivité linguistique passent par un métalangage plus accessible. Et la deuxième chose, c'est que de telles activités auraient pour effet d'entrer dans le système graphique du français et de comprendre son fonctionnement. Ajoutons pour principe que ces propositions seraient un préalable à l'automatisation des règles et à leur transfert. Et surtout que les supports d'activité, les manuels, devraient refléter ces nouvelles pratiques. Pour terminer cette introduction, il apparaît que la question de l'orthographe du français suscite encore des débats. Je parle dans le milieu enseignant, même si une majorité d'enseignants semble se prononcer favorablement pour des aménagements linguistiques ciblés. En tout cas, en 2012, c'était le cas. Face à cette complexité, il n'existe sûrement pas de réponse simple. Sur le plan didactique, on s'interroge, on réfléchit sur les formes de simplification proposées par la réforme de l'orthographe, comme celle en circulation portant par exemple sur l'accord du participe passé avec avoir, mais je pense qu'on en parlera après. Et donc je termine ainsi ce propos introductif et je nous souhaite de bons échanges, mais je ne voudrais pas voler ta parole performative. Merci Marina.